Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Johan. Alors je suis vraiment enchanté de t'interviewer dans le cadre de la présentation de l'équipe d'Holistic Team, de My Holistic Team. Mhm. Et aujourd'hui, on va passer un moment ensemble, tous les deux, pour que tu puisses te présenter. Et nous allons aborder, rentrer dans ton univers. Et pour débuter, donc, est-ce que tu peux m'expliquer, Jean-Jacques, et expliquer à tous ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe et c'est ce qu'on peut faire. Parce qu'en fait, on peut très bien ne rien faire et puis simplement subir, passer sa vie avec son smartphone et puis bon. Ou alors on peut réfléchir et puis se demander pourquoi ça se passe comme ça et aussi agir. Et c'est ça qui me fait vibrer en fait. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, comment tu agis justement au quotidien? Quel est le sens de ton action, de ton engagement par rapport à ce qui te fait vibrer? Ben, je pense d'abord essayer soi-même d'être à peu près en ligne. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si je suis moi-même pas bien, bon, eh bien, ça va être assez difficile, effectivement, d'abord de comprendre ce qui se passe, parce que ça sera vu au travers d'un filtre qui est le filtre d'émotions mal vécues ou mal contrôlées. Et donc, là, je crois que la première des choses, c'est d'être soi-même aussi bien qu'on peut dans sa peau pour pouvoir être à la disposition de ce qui reste, hein, de ce qui est tout autour de nous et qui est le plus important. Donc ça c'est la première chose. Et puis ensuite de repérer les points, les endroits, les, euh, les possibilités qu'on a pour passer à l'action. Et c'est pour ça que je suis extrêmement content qu'on se soit rencontrés, parce que ça fait assez longtemps que je me demandais comment m'investir davantage dans tout ce qui se passe, hein, du côté, comme on dit dans la guerre des étoiles, tu sais, du bon côté de la force. Donc, et donc là, c'est ça que je fais en ce moment. Je collectionne les opportunités de pouvoir agir dans ce que j'espère être le bon sens. Alors, en termes concrètement, alors je sais que tu travailles pour les entreprises. À quels enjeux tu réponds au niveau des entreprises et quelles sont tes modalités d'intervention? Quelle forme ça prend concrète? Bon, ce que j'ai repéré, c'est un mal-être qui est assez courant. Je ne citerai pas évidemment de nom. Je connais des entreprises où ça se passe assez bien, mais beaucoup où ça se passe beaucoup moins bien. Parce qu'en fait, le côté humain est bien souvent abandonné. Et du coup, les gens agissent de façon égoïste à partir ou égocentrée, ce qui est presque pareil, à partir de décisions qui arrivent tout en haut. On a perdu la décentralisation que je connaissais quand je travaillais dans une des sociétés, dans la plupart d'ailleurs des sociétés où je travaillais, il y avait beaucoup de décentralisation et de confiance qui était faite aux Oui. managers. On avait des pouvoirs qui nous permettaient, quand j'étais directeur général par exemple, je pouvais faire beaucoup de choses dans le pays où j'étais. Et puis ensuite, ça s'est concentré, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin, on n'arrive même plus à acheter un billet d'avion avec les délégations qu'on avait. Donc, ça a été une marque effectivement de la perte de confiance vis-à-vis des gens. Et je pense que ça s'est mal vécu. D'ailleurs, quand je suis rentré de l'étranger il y a quelques années, j'ai été surpris de voir que les gens parlaient de sens. Ils cherchaient du sens. Je m'étais jamais posé la question. Et mes collègues non plus. On se demandait pas pourquoi on travaillait. On le savait. C'était, hein, on faisait des trucs, on s'éclatait, on faisait des trucs formidables. Évidemment, on était contrôlé. Évidemment, on faisait des budgets. Évidemment, il y avait des business plans. Évidemment, il y avait tout ça, ce qui est bien normal. Mais ben, on faisait ça comme des sportifs en fait, hein, ou comme des alpinistes. On partait, on avait envie d'aller quelque part, et on s'arrangeait pour que ce soit le même but que celui des actionnaires, c'était quand même important. Et puis ensuite on faisait, on se cassait plus la tête. Et là, quand j'ai retrouvé ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour les gens et pour les managers. Parce qu'en fait, un chef d'équipe qui sait dans quel état sont ses troupes,
ben, va pas demander la même chose à qui est pas bien et à qui est bien. Et il va essayer de comprendre pourquoi la personne qui est pas bien, sur laquelle il peut compter d'habitude, ben, aujourd'hui ça va pas, ou ça fait un mois que ça va pas. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des formations en fait sur la gestion du stress à partir de comportements gagnants et de connaissance de soi. Ok. Une citation que dont je parle souvent, que je répète souvent, c'est celle de Blabouri, qui disait rien ne changera sur cette planète tant qu'il n'y aura pas suffisamment de personnes qui sauront comment fonctionne leur cerveau. Et ça m'a frappé. Je me suis dit voilà, ça c'est une mission. Ça, c'est une mission. Donc, j'ai commencé par prendre des cours dans une faculté de médecine à la Salpêtrière. J'ai passé un diplôme de psychosomatique intégrative. On a fait des neurosciences, de la médecine, de la psy. Et tout ça, ça m'a éclairé, ça m'a ouvert un monde que je connaissais pas. Et en particulier sur le fonctionnement du cerveau. La première formation, c'était Active Stress Management, parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait pas se laisser encaisser le stress. Il fallait savoir encaisser, mais il fallait pas en rester là. Qu'est-ce que je Ok. fais avec mon stress? Comment dire aussi qu'est-ce que je fais avec une émotion? Une émotion, c'est très bien, il faut la vivre, il faut surtout pas la rejeter et l'enfermer, mais il faut la vivre et puis savoir ce que je fais avec. Donc, Active Threat Management, c'était ça, c'était comme me connaître, Notice et Automne, c'était sur la porte du temple de Delphes, connais-toi toi-même, et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Quels sont les types de comportements gagnants qui peuvent me permettre de bien réagir et d'éviter les problèmes? C'est Je vrai peux qu'on t'en voit citer aujourd'hui, un? Oui, vas-y, non, c'est moi je veux pas t'interrompre. pas de souci. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui que l'enjeu de la connaissance de soi, c'est crucial pour accompagner des processus de transformation dans les entreprises. Et toi, à la faveur des échanges qu'on a eus, tu es allé assez loin justement dans cette connaissance de soi. Et en plus, avec ton expérience, tu as été à la tête d'organisation. Donc, tu as ce background. Donc, c'est vraiment d'autant plus enrichissant de faire le lien entre cette connaissance de soi et en tant que manager, comprendre les problématiques. Alors, si tu veux, pour continuer, parce que je pense que c'est intéressant, un des comportements gagnants, c'est dans la merveilleuse poésie de Rudyard Kipling qui s'appelle Tu seras un homme, mon fils, ou en anglais if you may, etc., etc. Il y a un vers qui dit si tu peux recevoir ou accueillir triomphe après défaite. Et ce vers j'avais appris ça quand j'avais 14 ans pour faire plaisir à mon père. Ma mère m'avait dit, pour l'anniversaire de ton père, apprends cette poésie. Alors j'ai fait ça et du coup ça m'est resté. Et sur ce vers-là, eh ben, ça m'a donné par exemple l'idée d'être extrêmement prudent en période de succès. Parce qu'en fait, en discutant par exemple avec un montagnard, eh bien on apprend que les accidents c'est au retour. C'est quand on a gagné, qu'on est arrivé en haut et puis qu'on est moins prudent au retour. Alors il y a aussi les glaciers qui fondent, des trucs comme ça, mais enfin en général, même s'il n'y a pas de glace et de neige, eh bien les accidents c'est souvent au retour. Donc en fait, on se repose quand on est en sécurité. Ce qui est vrai aussi sur le plan militaire. Donc concrètement, dans les entreprises, tu fais des formations, tu fais du conseil aussi euh, par rapport à ces enjeux principaux. Tu peux nous dire quelques Alors, mots? oui, alors ce que la dernière mise au point, celle que j'ai mise au point, ça s'appelle Deciding Under Stress. Et ça se faisait en anglais, mais ça peut se faire en français ou en portugais aussi, hein. Comment je décide sous stress? Parce qu'effectivement, on est toujours, on a intérêt même à travailler avec un niveau de stress qui est adapté à ce qu'on a à faire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, plus il faut de vigilance, plus il faut être donc éveillé à ce qu'on fait. Et donc avoir un niveau de stress qui permet d'avoir l'éveil correspondant. Donc j'ai cherché des techniques pour faire ça, et j'ai découvert les techniques d'optimisation du potentiel qui ont été vues au fait pour des sportifs et ensuite qui ont été très rapidement récupérés par des militaires qui se trouvaient dans des situations évidemment quelquefois très compliquées. Et c'est là qu'il fallait effectivement rester à ce bon niveau de stress
pour être vigilant et puis pour s'en sortir vivant si c'est possible. Donc ça, j'ai appris ça. Je suis maintenant praticien de ces techniques d'optimisation du potentiel, qui sont des techniques extrêmement concrètes, qu'on peut pratiquer sans aucun accessoire. C'est important parce qu'on ne sait pas où on va se trouver quand ça va mal se passer ou quand ça va bien se passer qu'il va falloir contrôler. Hein. Donc en fait, faut pas partir avec, on part pas avec des amulettes ou avec ou avec du matériel ou des musiques ou un smartphone. On part avec ce qu'il y a. Hein. Et puis s'il y a rien, il faut quand même que ça marche. Donc c'est ça qui m'a plu. Et puis je me suis aussi aperçu que nos préférences étaient des moteurs extrêmement forts. C'est-à-dire qu'en fait, quand on aimait faire les choses, et ça tout le monde le sait, depuis Hippocrate d'ailleurs, hein, on sait que quand les gens sont bien dans leur peau, ben, ils tombent moins malades. Et nous, on sait bien que quand on aime faire les choses qu'on est en train de faire, ben, on fatigue beaucoup moins, on travaille beaucoup plus longtemps, et on est au top tout le temps, hein, au top, ce qui est le cas de le dire d'ailleurs. Et du coup, je me suis intéressé aux boussoles de comportement, de préférence plutôt, boussoles de préférence. Parce qu'il y a des préférences qui sont tellement fortes que c'est elles qui nous dictent nos actions et que c'est pas nous qui les choisissons. Tu dis, ah ben tiens, là, je vais faire ça. Ben non, en fait, on a des préférences parfois, pas tout le monde, hein, on a des préférences parfois extrêmement fortes qui nous programment et qui nous emmènent là où quelquefois il faut pas aller. Je peux donner un exemple. La boussole que j'ai choisie s'appelle Prédom. Elle existe aussi d'ailleurs pour les jeunes maintenant. On peut utiliser Prédom pour aider des jeunes à s'orienter en fonction de ce qu'ils aiment, de la façon dont ils ont envie de vivre. Hein. Et donc il y a tout un processus d'orientation qui est avec Prédom à la base. Mais en entreprise, et on rentre tout dans la vie d'ailleurs, mais Prédom, c'est le cadre de travail. Hein. C'est-à-dire, en fait, on fait remplir un questionnaire et après, on peut voir avec la personne ce qui est la drive, quels sont ses drivers, comme on dit aussi avec d'autres outils. Et par exemple, des personnes qui sont très dans le calcul et l'évaluation. Hein, qu'est-ce qu'on apprend dans nos écoles? On n'apprend pas que ça. Heureusement, maintenant, surtout, j'ai appris que on commençait à faire avancer les formations dans les grandes écoles, même commerciales ou d'ingénieurs d'ailleurs. On commence à prendre l'importance du sommeil, par exemple, et de travailler à un certain rythme pour pouvoir justement être plus efficace. Eh bien, ces gens-là, et c'est pas un reproche, parce qu'ils peuvent dans la vie personnelle être extrêmement humains. La chef d'entreprise qui est complètement dans ce registre-là peut être une maman extraordinaire. Mais dans l'entreprise, elle va avoir tendance à oublier complètement le côté humain si il n'y a aucune préférence du côté du ressenti et de l'échange, par exemple, qu'on peut avoir avec les autres ou pour soi. Donc à ce moment-là, on peut voir ce que j'ai vu d'ailleurs, on développe des systèmes informatiques, on oublie de mettre l'utilisateur dans la boucle et après quand le programme sort, les gens n'aiment pas s'en servir ou s'en servent pas du tout. Donc, Donc, tu es capable de les accompagner justement dans ce processus de transformation alors individuelle et collective? c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être, on pourrait imaginer, par exemple, quelques sessions courtes pour expliquer ce que c'est que deciding under stress, décider sous stress. En fait, en montrant que quelquefois on pense qu'on n'a pas d'émotion, mais en fait on en a. Ne serait-ce que par exemple l'information qu'on reçoit. On reçoit la même information d'une personne en qui on a confiance et d'une personne en qui on a moins confiance. Eh bien, on va pas la traiter de la même façon. Donc, il y a d'émotions déjà à ce niveau-là. Donc, toucher du doigt l'importance de l'émotion en particulier dans la décision. Et puis ensuite, d'orchestrer la décision. Dans une décision des experts, quand est-ce qu'il faut consulter l'expert? Comment choisir l'expert? Il ne faut pas choisir l'expert qui te dit ce que tu as envie d'entendre, par exemple. Oui. Donc, enfin, on fait ce qu'on veut, hein, mais enfin, personnellement, si je dois choisir un expert, je ne veux pas choisir celui qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Je vais au contraire trouver celui qui va dire peut-être le contraire, qui va nuancer ce que je suis en train de penser, parce que c'est lui qui va me faire avancer. Donc, c'est un exemple, hein, il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, à la suite de ça, on peut, par exemple, si on peut faire utiliser les boussoles de préférence pour voir comment fonctionne l'équipe, regarder pourquoi l'équipe fonctionne bien ou pas bien, et c'est intéressant dans les deux cas, parce qu'en fonction du type de tâche ou de type de problème ou de situation dans laquelle elle va se trouver, il y a des gens qui vont être bien et des gens qui vont être moins bien. Et à ce moment-là, de voir comment utiliser ces différences pour être au top, pour que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, quelquefois, quand on aime bien les solutions toutes faites, et puis que ça marche plus pareil, ben il faut peut-être écouter les gens qui pensent autrement.
Et il y en ait au moins un dans une équipe. Hein. Enfin, ça dépend d'ailleurs. Hein, ça dépend des équipes. Si je fais de la création publicitaire, c'est pas la même équipe que si je monte une usine. Voilà. Donc ça, c'est un point. Donc ça, je peux faire ça, c'est-à-dire en fait faire des prêts-d'hommes par personne, des prêts-d'hommes d'équipe après, et même donner des idées sur la façon de compléter l'équipe ou de faire évoluer les gens à l'intérieur de l'équipe. Et puis après, au niveau personnel, utiliser les techniques d'optimisation du potentiel pour que chacun ait sa boîte à outils qui lui permet de trouver le bon niveau de vigilance sans s'épuiser. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de burn-out et je pense qu'on n'en tient pas compte. Voir si dans l'entreprise, par exemple, je peux aussi permettre de mieux utiliser les cycles, ces circadiens de la personne. Il y a des gros dormeurs, il y a des petits dormeurs. Maintenant, avec le télétravail, il y a des tas de choses qu'on peut faire. On peut trouver des horaires différents suivant les personnes. Et ça peut être extrêmement intéressant sur le plan de la vie familiale et puis aussi sur le plan de son propre fonctionnement. Donc tu as une vraie approche holistique et globale de l'individu au service du collectif par tes approches. Ben, c'est ce que j'essaye de faire effectivement au niveau de la sensibilisation pour expliquer effectivement dans les processus de décision et puis ensuite comment je fais pour avancer avec les préférences et le travail au niveau de la personne. Alors j'aimerais te demander quelles sont tes valeurs auxquelles tu es très sensible et qui sont fondamentales pour toi dans ta vie. Je, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est éthique. Mais c'est un mot qui est tellement galvaudé Oui. qu'on attrape quelquefois à l'envers de ce qu'il est, que j'hésitais. Mais en fait, je crois que ce qui me tient le plus à cœur, euh, c'est c'est la bonne foi. Hein. Par exemple, l'année dernière, les vœux que je faisais à mes amis, c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes de bonne volonté sur cette terre. Tu vois, parce qu'en Oui. fait, la bonne volonté, c'est l'éthique. Hein. On pourrait dire que c'est une forme d'éthique. Parce que si je suis de bonne volonté, eh bien, je peux collaborer. Je suis pas en train d'essayer de tricher. J'essaye de faire avancer l'équipe et j'avance avec. Hein. Et puis de temps en temps, j'avance tout seul. Puis de temps en temps, c'est avec l'équipe. J'aime bien être seul aussi. Je sais aussi, bon, on a beaucoup parlé du proverbe africain, seul on va plus vite, mais en équipe on va loin, Plus loin. ce qui est vrai d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut savoir les deux, parce que je lisais encore il n'y a pas longtemps qu'il est extrêmement important que chacun, et ça fait partie des conseils que je donne d'ailleurs, hein, chacun doit avoir au moins 30 minutes à lui tous les jours. Hein, et puis quand il les a pas, ben, il va falloir que le lendemain, peut-être il utilise quelques techniques top justement pour arriver à aller au bout de la journée. Avec les tops, on apprend aussi à ce qu'il faut faire quand je rate ma nuit ou quand j'ai trop de travail. Donc tout ça, ça fait partie d'un ensemble pour essayer d'être performant, mais au service, je dirais, de la bonne volonté avec bien entendu dans l'entreprise les objectifs de l'entreprise. Mais si ces objectifs sont pas acceptés de bonne volonté par tout le monde, ça va être compliqué. Oui, tout à Voilà, fait. donc il y a un travail global et justement holistique. C'est pour ça que j'ai bien aimé. Je suis ravi d'être dans cette équipe parce que vraiment c'est ça. La complémentarité. Voilà, les Et complémentarités. quels sont tes projets à court, moyen, long terme par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et que tu as envie de faire évoluer? Bien, c'est effectivement d'être actif dans ce type de formation, c'est-à-dire en fait dans le cadre de ce que nous allons faire avec la Chambre de commerce, c'est effectivement de participer, de faire des conférences de façon à montrer l'importance de certains aspects de ce qui est possible de faire pour que ça aille bien. J'ai déjà écrit avec trois collègues un livre qui s'appelle La stressothérapie pour justement montrer que le stress peut être un moteur et qu'il faut surtout pas le fuir. Il faut pas faire, enfin à mon avis, il faut pas faire ce que certains disent, c'est-à-dire il faut pas de stress. Pas de stress, c'est mortel la vie sans stress. Hein, d'ailleurs, c'est mortel. Oui, c'est vrai. Et
Et donc, j'ai l'intention d'en écrire un autre. Donc, ça va s'appeler, d'ailleurs, ça sera sur la méthode que je t'expliquais, la connaissance de soi et les comportements gagnants. Euh, Par exemple, un autre comportement gagnant, c'est dans une situation donnée, c'est regarder ce que je peux changer et regarder ce que je ne peux pas changer. Alors, ce que je peux pas changer, j'ai intérêt à l'accepter le plus vite possible pour pas me taper la tête contre les murs et justement garder ma clarté d'esprit et la possibilité de recours à toutes mes ressources. Euh, mais par contre, je peux être combatif, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je peux pas changer maintenant, je peux peut-être le changer plus tard. Donc à ce moment-là, je vais me faire des plans pour essayer de changer l'inchangeable qui ne le sera plus. Mmh. Et j'ai quelques exemples dans ma vie comme ça, hein, de situations un peu compliquées d'ailleurs sur le plan juridique, où en trouvant un truc, ben, on a pu avancer. Je les raconte quelquefois dans les formations, ces histoires-là. Donc voilà. Et puis pardon, j'ai pas Vas-y, terminé sur vas-y. la stressothérapie. L'idée aussi, c'est que quand on n'est pas bien, quand on est malade ou qu'on a un problème quelconque, sur le plan de la santé ou sur le plan personnel, c'est qu'on va voir un médecin, évidemment. Hein. C'est important. Un médecin ou un ostéopathe, enfin quelqu'un qui, comme on est débordé puis qu'on sait plus quoi faire, il faut bien faire appel. Il faut pas hésiter. Hein. Le pire, quand on est déprimé, qu'on n'est pas bien, c'est de rester tout seul dans son coin, de le dire à personne. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes de la dépression, c'est que c'est une maladie qui apparaît comme ça sans qu'on s'en rende compte. Ce sont les autres qui te disent que tu es déprimé. Donc, d'aller voir quelqu'un qui va vous donner un traitement, qui va vous conseiller. Et ensuite, ben, ce que dit le livre, c'est qu'il faut pas en rester là. C'est que c'est bien de pas en rester là. Faut pas en rester là. C'est ce qu'on veut. Mais c'est bien de pas en rester là. C'est-à-dire, en fait, de se prendre en charge. Ça va encore avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Se prendre en charge. Savoir comment je fonctionne le plus possible. Comprendre pourquoi je fais les choses. Et à ce moment-là, comprendre peut-être pourquoi je suis malade. J'ai trop forcé, j'ai trop tiré sur la machine, il s'est passé quelque chose qui m'a un peu démoli, comment je fais pour le gérer, etc. Donc le livre, c'est ça. Et le prochain, ça sera probablement ce que je te disais là sur tous ces comportements gagnants, qui ira d'ailleurs dans le même sens. Parce que ça, c'est un Et comportement gagnant. tu as de quoi ne pas t'ennuyer. Ah, j'espère, je pense. Ouais. Alors, en général, j'aime bien finir les interviews par une citation ou un proverbe. Est-ce que tu as, voilà, tu en as qui te parlent et qui te viennent à l'esprit et dont tu as envie de mentionner pour conclure cette interview? Est-ce que, Ah, est-ce que tu en as? il y en a deux il y en a deux qui me viennent à l'esprit tout de suite là. Il y en a un négatif et l'autre positif. Alors, Mhm. Comme le euh, stress. voilà, comme le stress, exactement. Alors, je sais, on me dit toujours, il faut tout commencer par le négatif ou le positif. Bon, je sais pas trop. On va deviner très vite lequel est positif et lequel est négatif. Alors, le premier, c'est un proverbe turc, du moins il est attribué aux Turcs, et ça te dit, donne un cheval à l'homme qui dit la vérité parce qu'il aura besoin pour s'enfuir au plus vite. Donc, Ok. et c'est un bon proverbe parce que je crois que l'un des axes de progrès que nous avons, c'est d'accepter la vérité quelle qu'elle soit, qui peut être relative d'ailleurs. Enfin, à ce moment-là, à nous aussi de voir en quoi elle est relative. Et l'autre, est attribué à Goethe, et c'est les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Très intéressant. En tout cas, je te remercie beaucoup, Jean-Jacques. Donc, c'était un plaisir. Et voilà, on aura, en tout cas, ceux qui nous écoutent, ou s'il y a des entrepreneurs, des collaborateurs, mais ils auront peut-être le plaisir de te retrouver dans l'entreprise et voilà, bénéficier de tes accompagnements, tes services, tes formations. Donc, en tout cas, c'était un plaisir pour moi et j'espère que pour toi aussi, Jean-Jacques. Ah oui, bien sûr, ça a été un plaisir pour moi, et c'est un plaisir de pouvoir, d'avoir la chance de pouvoir travailler comme ça. C'est plus du travail d'ailleurs, ça C'est fait plus du partie. travail, c'est Non, du bon non, stress, là, du coup. voilà, c'est du bon stress, c'est la préférence max. Bon, eh bien, je te remercie. Voilà. Je te dis à très bientôt, Jean-Jacques. Je t'en prie, je t'en prie. Voilà. Puis merci à nos auditeurs pour nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain interview.
Merci à tous, merci beaucoup Merci. et Au excellente revoir. journée. Au revoir.